Frédéric Gosselin, professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette série de capsules, on va voir ensemble la nage des poissons et vu d'un point de vue de l'interaction fluide-structure. Donc, on va développer les équations, je dirais les plus simples, les modèles qui font ressortir la physique en jeu, ainsi que les nombres adimensionnels importants. Donc, bien évidemment, il existe toutes sortes de simulations numériques et puis de travaux très complexes sur la nage des poissons. On s'en inspire beaucoup, on cherche beaucoup à s'en inspirer pour faire des systèmes de propulsion plus efficaces, des systèmes pour venir ramasser de l'énergie, par exemple, avec les marées ou des choses comme ça. Mais donc, ce que nous, on va faire dans ces capsules-ci, ça va être de faire justement ressortir la mécanisme à la base, la mécanique à la base de la nage des poissons, ainsi que leur nombre adimensionnel important. Donc, avant de se lancer dans les équations, je vous propose qu'on commence par faire un peu de biologie comparative puis regarder la nage de différentes espèces de poissons. Donc, je vous propose tout d'abord de regarder une anguille qui nage. Donc, notamment dans le laboratoire de Lauder à Harvard, ils ont des canaux hydrauliques puis ils ont toutes sortes de systèmes pour pouvoir observer des poissons qui nagent. Et donc, ce qu'on remarque avec l'anguille, c'est que sa tête reste approximativement fixe, le bout de sa queue bouge beaucoup, et puis on voit vraiment une onde propagative qui se propage. On peut regarder un autre exemple d'une autre anguille, celle-ci qui nage un peu plus vite. On remarque que l'idée de l'onde propagative demeure la même, mais on voit toujours c'est ça, la tête qui bouge très peu et puis la queue qui fait des grands mouvements avec des grandes amplitudes. On peut regarder aussi une truite. Donc, ce qu'on voit de la truite, à la différence de l'anguille, c'est qu'on voit déjà qu'il y a une partie beaucoup moins grande de tout son corps qui travaille. Donc, là, c'est beaucoup plus la partie postérieure qui bouge, alors que la partie antérieure, la tête, elle est presque fixe. On est quand même capable de voir cette onde propagative qui part du corps puis qui se déplace vers la partie postérieure. Et puis en dernier, on a des thons ici, des thons qui sont l'exemple même là, d'un poisson avec un très gros corps et une queue très fine qui tout d'un coup fait une espèce de demi-lune qui a pratiquement une forme d'aileron, hein, et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout simplement le bout de la queue qui bouge. Le reste du poisson bouge très peu. Donc, on peut schématiser un peu ces mouvements-là de la façon suivante. Donc, on a cette image qui est tirée des travaux de Vogel. Donc, ce qu'on voit, on a ici le mouvement anguilliforme, donc l'anguille, qui implique une grande partie du corps de l'anguille, avec vraiment cette onde propagative avec la tête qui bouge très peu et l'onde qui se déplace vers l'arrière. Ensuite, on a le mouvement caranguilliforme, comme la truite, où là, c'est vraiment la partie postérieure du poisson qui génère la nage. Et puis, on a le mouvement tuniforme, où là, c'est vraiment que le bout de la queue qui bouge, alors que tout le gros corps du poisson demeure pratiquement fixe. Donc, ce qu'on peut remarquer en regardant d'autres travaux, ici on a un peu la même idée qui est répertoriée par Lauder et Teitel. Donc eux, au lieu de le découper en 3 morceaux, ils en ont mis une quatrième catégorie, le mouvement sous-carangiforme. Donc ce qu'ils ont représenté ici, c'est des images tirées un peu des snapshots, si on veut, prises à différents intervalles, donc de 0.26 secondes ou de 0.27 secondes, du même poisson qui nage. Et puis, ils ont noté la vitesse de nage du poisson, donc ils ont essayé de comparer des poissons qui nageaient à une vitesse comparable, donc de 1.8 longueur par seconde, ou dans ce cas-ci, 1.6 longueur par seconde. Et puis, ce qu'on voit, c'est les différentes images à différents instants. Mais donc, le point qui ressort ici,
je pense c'est que au lieu de voir ça comme vraiment des mouvements très différents, c'est et des catégories ou des classes différentes, c'est qu'on a plutôt une espèce de continuum ou un spectre où là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir un mouvement comme anguilliforme où là, on a vraiment une grande partie du corps du poisson qui est impliqué dans la nage, alors que tout à l'autre bout, on a le mouvement tuniforme où là, c'est que le bout de la queue qui bouge. Un point que je trouve intéressant, c'est que si on vient tracer en fait une ligne qui longerait l'équivalent de la colonne vertébrale du poisson vue du dessus, on peut tracer à différents instants cette ligne-là. Et puis pour les mouvements anguilliformes, sous-carangiformes, carangiformes et tuniformes, on observe les formes suivantes où on met bien en valeur en fait l'onde propagative qui part de la partie antérieure du poisson vers la partie postérieure. Et puis moi, le point dans ces images-là qui m'impressionne le plus, c'est la similarité de ces images-là avec le mouvement du tuyau. Donc, vous vous souvenez le mouvement du tuyau qu'on a vu dans les semaines précédentes, donc le tuyau parcouru par un écoulement. Si on prend notre tuyau encastré libre, qui est parcouru par un écoulement puis qui vient qu'à perdre sa stabilité par une instabilité de flottement, mais si on prend les images à différents instants, on observe quelque chose qui est qualitativement très similaire. Il y a Webb qui a proposé la classification suivante des types de nage basée sur le nombre de Reynolds. Donc on a tout au bout ici les très grands nombres de Reynolds avec les baleines, les gros requins, les thons. Et puis à l'autre bout du spectre de Reynolds, on a ici les têtards, les tout petits poissons. Donc, il y aurait une autre partie ici qu'on pourrait mettre avec toute une autre partie avec les micro-nageurs d'échelle microscopique. Donc, on parle ici du régime de Stokes, où le nombre de Reynolds est tellement faible que les effets inertiels sont pratiquement négligeables. Donc, dans les capsules qu'on va voir ici, on va faire abstraction de cette partie-là. On va se concentrer uniquement sur les nombres de Reynolds un peu plus grands où l'inertie est importante. Mais donc, même si on considère que les nageurs où l'inertie est importante, ce qu'on remarque en fait, c'est qu'on a différents effets physiques qui vont être importants. Donc, pour les plus petits, on a de la traînée visqueuse. Ensuite, on a de la traînée en pression. Et puis, viennent ensuite les termes de réaction à l'accélération. Et puis, on a la portance. Et donc, on peut regrouper ensuite la traînée visqueuse puis la traînée de pression comme étant tout simplement la traînée. Et puis, on a ensuite la réaction et puis la portance. Donc, dans les capsules qui suivent, on va considérer 3 mécanismes de propulsion. Les efforts résistifs, que ce soit la traînée visqueuse et la traînée de pression. Les efforts réactifs, donc ceux qu'on va lier en fait à la masse ajoutée, c'est-à-dire que pour nager, le poisson va devoir accélérer de l'eau. Et donc, si on accélère de l'eau, c'est une masse d'eau qui doit accélérer avec le mouvement du poisson. Donc, on peut considérer ça comme de la masse ajoutée. Et puis, pour terminer, on va avoir la portance.